Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 20. Déménagement. Je m'étais conduit comme un vrai cave en allant chez maman. Heureusement, elle n'habitait plus au-dessus du salon de beauté. Elle vivait à présent dans un quartier presque entièrement blanc. Je me trouvais désormais avec 4 putes désœuvrées dans une ville fermée où j'étais déjà tombé 3 fois. Et en plus, dans l'état d'où était partie la plainte pour traite de blanche que cette demi-portion au cœur de flic m'avait collé sur la soie. Dans la ville, il y avait tout juste un ou deux clandés à 10 $ la passe. Je ne quittais pas la maison de ma mère, tout le monde me connaissait ici. Et ils étaient tous atteints de diarrhée verbale, j'étais grillé. Impossible de mettre les filles sur le trottoir dans une ville pareille. Elles avaient eu la vie facile dans l'Ohio, elles n'étaient pas très endurcies. Si l'une d'elles s'était fait choper, elle n'aurait pas résisté longtemps quand le FBI l'aurait mise sur le grill. Il me fallait un endroit où je pourrais acheter la protection de la police. J'avais 10 000 $ dans la poche. Je logeais et nourrissais 4 putes dans un hôtel de luxe et je me shootais sans cesse au speedball. Je n'avais aucune rentrée de fric. Avec seulement 10 grands formats, je savais que je ne tarderais pas à avoir des ennuis. Il fallait que je me bouge rapidement. C'était mauvais pour le moral de l'écurie de laisser les filles sans rien faire. Au bout d'une semaine de réclusion chez maman, j'allais faire un tour en douce à Chicago pour m'acheter de la coke et de l'héros et de l'herbe pour les filles. Pendant que j'étais là-bas, j'en profitais pour aller voir Sweet. Il fallait que je fasse attention, tous les flics du quartier me connaissaient. Sweet insista pour que je lui raconte mon évasion en détail. Il m'écouta en hochant la tête, l'air impressionné. Miss Peach était mort de vieillesse. Il avait le regard triste lorsqu'il m'annonça la nouvelle. Glass Top était toujours sur la côte ouest, à Seattle. Patch High faisait le bookmaker pour le compte de Sweet. Mais la gloire de Sweet n'était plus qu'un souvenir. Il avait l'air d'avoir 100 ans. Sa colonne vertébrale, c'était la vieille pute blanche qui possédait l'immeuble. Sweet venait d'échapper à un procès pour meurtre. Il avait tué un jeune con, originaire de Saint-Louis, qu'il avait insulté au roost. Le pauvre cave avait traité Sweet d'affreux connard au cul blanc. Sweet avait dégainé son pistolet et l'avait poussé au dehors dans une allée. Après l'avoir obligé à se mettre à genoux, il lui avait pissé dessus. C'en était trop pour le môme, il s'était mis en rogne, et Sweet lui avait collé une balle dans le crâne. Sweet me raconta l'histoire en rigolant. Il était de bonne humeur. Il avait dû payer 5 000 $ en pot de vin pour obtenir un non-lieu. D'après ce qu'il avait entendu dire, Red Eye avait été condamné à perpète pour avoir buté une pute à Pittsburgh. Sweet avait la solution à mon problème. Il me dit que puisque Serena n'avait pas porté plainte contre moi, je devais retourner dans l'Ohio. C'était le meilleur état pour faire tapiner des filles ou les mettre dans un bordel. Avant de partir, j'allais aux chiottes. La porte était fermée par un cadenas. Mes gogues sont cassés, me dit Sweet avec un sourire. En descendant, j'allais aux chiottes dans la piole où Patchai prenait les paris. Je lui demandais pourquoi Sweet ne faisait pas réparer ses chiottes. L'ancien Mac me répondit sans même lever les yeux. Ces chiottes marchent très bien, dit-il. Ce salaud ne fait pas de cadeaux, il y a enfermé ces 2 putes parce qu'elles ont magouillé avec son fric. Ça fait 3 jours qu'elles sont bouclées là-dedans. En marchant vers ma voiture, je me demandais combien de temps Sweet allait les garder enfermées, et combien de temps les putes pourraient tenir avec rien d'autre que de l'eau. À mon retour de Chicago, je m'arrêtais à l'hôtel où Rachel avait sa suite. J'y passais la nuit et je lui résumais dans les grandes lignes ce que je comptais faire pour notre déménagement. Le lendemain matin, je me mis à la fenêtre et regardais dans la rue. Je vis un type aux cheveux blancs penché sur des poubelles qu'il vidait dans un gros camion d'ordures. C'était Steve. Je l'aurais reconnu jusqu'en enfer. Un éclair brûlant me traversa le corps. Je ne sais pas ce qui se passa après. Rachel me dit que j'avais attrapé mon 22 dans la poche de ma veste suspendue dans le placard. Vêtu de mon seul pyjama, j'avais couru vers l'ascenseur de service sans dire un mot, et elle m'avait suivi dans la rue. Lorsque nous étions arrivés sur le trottoir, le camion était déjà parti. Rachel m'avait ramené dans la suite. Pour un fugitif, j'avais vraiment agi comme un imbécile. Encore une chance que les flics ne se soient pas pointés. Je m'habillai et dis à Rachel que je reviendrais plus tard. Entre-temps, je voulais qu'elle rassemble l'écurie dans sa suite. Je m'arrêtais dans une maroquinerie et achetais une mallette comme celle qu'utilisent les médecins. Puis j'allais dans plusieurs banques, échanger quelques-uns de mes gros billets contre un nombre suffisant de petites coupures pour remplir la mallette. Je passais ensuite chez maman et préparais mon leurre. Je bourrais la mallette de billets d'1 $, puis disposais au-dessus des liasses les gros billets qui me restaient. Je me préparais à déménager mon écurie. Avec le plan que j'avais en tête, je pouvais les faire partir sans avoir besoin de tout arranger d'avance. Même de jeunes putes y réfléchissent à 2 fois avant de quitter un Mac riche. Cet après-midi-là, elles étaient toutes réunies dans la suite luxueuse de Rachel. C'était elle la patronne de l'écurie. Les autres avaient de belles chambres au même étage et recevaient 25 $ par jour. Lorsque je les rejoignis, elles fumaient de l'herbe et attendaient avec impatience que je parle. Elles étaient pressées de reprendre le boulot. Je n'avais pas complètement fermé la mallette, et lorsque je l'achetai sur la table, une liasse de billets de 100 $ s'en échappa. La marijuana amplifie ce qu'on voit et à en juger par le visage des filles.
On aurait dit qu'elle contemplait la montagne de dollars que j'avais ramassée pendant toutes ces années, où elles avaient tapiné pour moi. Je voyais dans leurs yeux qu'elles me faisaient entièrement confiance. Je les mis au courant de mes projets et leur donnais mes instructions. Je leur avais bâti des châteaux en Espagne, et lorsque j'eus terminé, elles étaient prêtes à aller tapiner en Sibérie, en plein hiver et en bikini. Rachel devait emmener ses épouses par procuration, ainsi que mon fric, directement à Toledo, dans l'Ohio. En tant que pute en chef, c'était le premier test crucial qu'elle devait passer. Je restais chez ma mère pendant une semaine. Elle me harcelait pour que je me rallie au Saint-Esprit, que je crois à l'enfer. Elle me suppliait de me ranger enfin et de me repentir de mes péchés. Mais il était un peu trop tard pour ça. Je retournais dans l'Ohio. Cleveland n'était pas très loin de Toledo. C'était une plus grande ville et je m'y installais, un appartement extravagant. La vie était mouvementée à Cleveland. Je m'apprêtais à y connaître la plus belle période de ma carrière de Mac. Kim s'enfuit avec un riche micheton blanc, mais elle ne me manqua pas. Les deux villes fourmillaient de jeunes putes magnifiques. Comme d'habitude, la règle du jeu, c'était tu prends et tu perds. En 3 mois, j'avais 3 filles à Toledo et 5 à Cleveland. Les affaires marchaient bien. J'avais trouvé un dealer de cam et tout était parfait, sauf une chose. Le nom de Rachel était devenu célèbre. Les Macs, les escrocs et les riches revendeurs de dope avaient envie de me la piquer. Ils étaient pleins de tendresse pour elle et lui faisaient des propositions irrésistibles. Sa tête enflait comme une citrouille. Je ne voulais pas la perdre, mais j'avais une autre raison plus grave de vouloir la garder. Si elle se tirait, elle aurait peut-être envie d'imiter la demi-portion et d'aller me dénoncer au FBI. J'appris par la rumeur qu'un arnaqueur à la redresse, originaire de New York, se servait de sa gonzesse, une splendide gouine blanche, comme appât pour attirer Rachel. Selon la même rumeur, Rachel avait un faible pour la fille. Un matin, j'allais chez Rachel à Toledo, et les trouvais tous les trois dans un lit. De toute évidence, ils n'étaient pas venus là pour raconter des contes de fées. Comme d'habitude, je conservais mon sang-froid et demeurais glacial. Je fis semblant de croire son baratin quand elle m'affirma qu'il s'agissait de clients qui s'étaient offert une petite fête et qu'elle n'avait bien entendu que des relations d'affaires avec eux. Mais je savais à quoi ressemblait ce salopard d'arnaqueur et sa gouine. On m'avait fait leur description. La situation était difficile. S'il s'était agi de n'importe quelle autre fille de mon écurie, je n'y aurais même pas prêté attention. Mais je ne pouvais pas perdre Rachel, ma pute en chef, d'une manière aussi minable, en la laissant à un connard d'escroc. C'était un coup à bousiller ma carrière de Mac. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre dans une douzaine d'États. Je ne pouvais pas me permettre de la laisser filer. Je me trimballais toujours une vieille amie qui ne me lâchait pas et qui me coûtait très cher, la poudre. Sweet aurait tout de suite trouvé une solution à un problème aussi difficile, mais il s'était tiré une balle dans la tempe la semaine précédente. Il avait laissé un mot plutôt amer. Salut les caves, le Mac vous donne son cul à lécher. Je n'avais rien ressenti en apprenant la nouvelle. Je quittai l'appartement de Rachel et fis un tour en voiture sur des routes de campagne. Les rouages de mon cerveau tournèrent à toute vitesse et je trouvai enfin la solution. Elle était cruelle mais parfaite. Si je réussissais mon coup, je n'aurais plus jamais à craindre que Rachel me laisse tomber ou qu'elle me balance au FBI. Elle me téléphona le lendemain et m'annonça qu'elle venait de m'envoyer 300 $. C'était le fric que lui avait rapporté la petite fête que j'avais gâchée. Fallait que je fasse semblant de gober ces bobards. Les 305 en question, c'était forcément du pognon qu'elle avait gardé pour elle au lieu de me le donner. Ce salopard d'arnaqueur était trop à la cool et avait une trop belle gueule pour se faire soulager de 3 gros billets par une pute. À partir de maintenant, j'allais l'obliger à devenir une pute honnête. Je l'appelais et lui annonçais d'un ton très excité qu'un gogo venait d'arriver à Akron, une petite ville située à une 50aine de kilomètres de Cleveland. D'après le tuyau qu'on m'avait donné, le type avait gagné 20 000 $ à la loterie, lui dis-je. Il avait le fric avec lui dans sa chambre d'hôtel. Je lui affirmai qu'elle n'aurait aucun mal à lui piquer le magot en douceur. Elle me répondit qu'elle viendrait me voir le lendemain pour que je lui donne tous les détails. J'étais déjà allé à Akron où tout était prêt pour ma mise en scène. J'avais loué une chambre dans un bon hôtel et pris contact avec un malfrat aux allures de notable. C'était un ex-escroc tombé dans la débine, un spécialiste en faux bijoux. Il avait embauché un copain poivreau pour tenir l'autre rôle. Le prix total de la chose, en comptant les vêtements, la chambre et les 100 $ payés à chacun des acteurs, se montait à 500 $. Le vendeur de faux bijoux devait attendre mon appel dans une salle de billard proche de l'hôtel. Rachel arriva chez moi à 3 heures. Vers 6 heures, nous étions à Akron. Je lui avais dit qu'un gros m'avait annoncé au pigeon qu'elle serait là avant 7 heures. Il l'attendait dans sa chambre. Je lui glissai une petite fiole d'huile dans la main en lui disant que c'était de l'hydrate de chlore. 2 gouttes suffiraient à assommer le gogo. J'ajoutai que je l'attendrais au bar de l'hôtel. Elle s'arrêta à la réception, on lui confirma que, en effet, le client l'attendait avec impatience. Elle monta. Moins d'une heure plus tard, elle redescendit. Elle était nerveuse et agitée. Le pigeon était dans les pommes. Elle avait fouillé la pièce mais n'avait pas trouvé l'argent. Je remontai dans la chambre avec elle et fouillai à mon tour. L'ivrogne était allongé, immobile sur le lit. Au bout d'un moment, nous abandonnâmes les recherches. Avant de repartir, je jetai un regard vers le poivreau. Il m'a pas l'air en très bon état, bébé.
Je m'agenouillai près de lui. Mon dos empêchait Rachel de le voir. Je m'épongeais le front et je me retournais vers elle, le regard affolé. Mais oui, j'ai bien l'impression qu'il est mort. La plupart des femmes et surtout les putes sont terrifiées par les cadavres. Elle resta immobile, littéralement paralysée. Pas de panique, dis-je. Ferme la porte. Je sais ce que je vais faire. Je connais un toubib dans cette ville, un type qui fréquente le milieu. Il va peut-être pouvoir le ranimer. Je suis sûr qu'il la fermera si on le paye bien, au cas où. Elle savait qu'elle pouvait se retrouver accusée de meurtre. Elle s'était arrêtée à la réception avant de monter dans la chambre. Elle était parfaitement au courant de l'énorme et douloureuse différence entre une inculpation pour vol et une autre pour meurtre. Je décrochai le téléphone et appelai la salle de billard. Je donnai au faux docteur le nom de l'hôtel et le numéro de la chambre. Il arriva 5 minutes plus tard avec à la main une serviette vide. Elle ne voyait pas ce qui se passait. Je lui avais dit de se cacher dans le placard, il y avait déjà bien trop de gens qui l'avaient vu. Le toubib bidon se pencha sur l'ivrogne. Il fit semblant de lui prendre le pouls et de soulever ses paupières. Enfin il se releva. Il est mort. Je ne peux plus rien faire pour lui, il faut que j'appelle la police. J'avais presque l'impression d'entendre le cœur de Rachel cogner contre sa poitrine dans le placard. Je fis semblant de marchander avec le faux toubib pour lui sauver la mise. Nous arrivâmes enfin à un accord pour $500. Il acceptait de la fermer. Il allait aussi contacter un malfrat qui se chargerait d'enlever le corps et de s'en débarrasser. Il s'en alla. Rachel et moi nous quittâmes l'hôtel en toute hâte. Pendant tout le trajet de retour à Cleveland, Rachel fut dans une sorte de transe. Elle se serrait très fort contre moi tandis que je lui répétais sans cesse qu'elle n'avait rien à craindre. Après tout, nous étions ensemble pour la vie, et jamais je ne révélerais son secret. Des années plus tard, elle s'aperçut que tout cela n'avait été qu'une mise en scène. Avec la menace d'une accusation de meurtre au-dessus de sa tête, Rachel recommença à filer doux. Il y eut une offensive de la police à Toledo et, en un mois, les 3 filles que j'avais là-bas furent arrêtées 9 fois. Je les transférai à Cleveland. La ville grouillait de mags, de putes et de voleurs venus de tout le pays. L'invasion de la pègre mit le feu à la ville. En 1953, les descentes de police étaient si nombreuses qu'une pute pouvait s'estimer heureuse quand elle arrivait à travailler une semaine d'affilée sans se faire embarquer. J'étais toujours en cavale, et pendant près d'un an, je ne sortis pas de mon appartement. Je ne pouvais pas prendre le risque que les flics m'arrêtent et vérifient mes empreintes digitales. Je n'avais plus que 4 filles. Cette année passée dans mon appartement m'avait tapé sur les nerfs. Entre-temps, maman avait touché le jackpot à la fois sentimental et financier. Elle avait déménagé à Los Angeles et m'appelait chaque semaine pour me supplier de venir la voir. Elle voulait me présenter mon nouveau beau-père et m'accueillir quelque temps chez elle. Je remettais toujours à plus tard. J'avais entendu dire que les héros en Californie étaient à 6% seulement. En plus, les Macs n'étaient pas très sérieux là-bas. Tout cela n'offrait pas de très bonnes conditions de travail. J'avais entendu plusieurs histoires sur des Macs de l'Est qui étaient partis sur la côte Ouest en bonne forme et en étaient revenus dans la dèche. Ils disaient que les putes de l'Ouest étaient feignantes et qu'elles se contentaient de ramasser un peu de fric. Leurs Macs les avaient gâtés. J'échafaudais des raisonnements logiques pour me convaincre de ne pas déménager en Californie. Mes putes étaient bien dressées. Pourquoi aurais-je dû les exposer au danger du proxénétisme à la petite semaine qui avait cours là-bas? Que se passerait-il si ma petite famille volait en éclats au bord de l'océan? J'avais 34 ans à présent. Dans n'importe quelle profession de cave, j'aurais été au mieux de ma forme. Mais pour un Mac, je commençais à me faire vieux. J'étais sérieux et très strict avec mes femmes. Un jour, Rachel m'appela pour me prévenir qu'un revendeur de marchandises volées venait d'arriver en ville avec un tas de superbes costards de chez Liliane et Petrocelli qu'il fourguait 20% moins cher. Elle me trouva son numéro de téléphone et me le donna le lendemain. Je lui passai un coup de fil et pris rendez-vous avec lui pour venir voir son stock. Je ne quittais mon appartement que pour des raisons importantes. J'ai décidé d'en profiter pour passer acheter de la poudre et un nouveau matériel pour me la shooter avant d'aller le voir. Le type s'était installé dans un hôtel minable de l'East Side. Il me fit entrer dans un 2 pièces cuisine aussi spacieux qu'une boîte à biscuits et me sonda pour s'assurer de mon pédigré. Alors c'est toi, Iceberg, dit-il. J'étais dans ta ville il n'y a pas très longtemps. On peut dire que ça chauffe à Philadelphie. Il me connaissait de réputation et savait que je venais de Chicago. Oui, c'est moi, Iceberg, répondis-je, et je viens de la ville du vent. Dis-moi, vieux, tu as des nouvelles de Red Eye? Je l'ai vu à New York le mois dernier. Il ramasse des milliards avec ses putes. Tu dois sûrement le connaître. Je lui lançai le même regard que si je l'avais surpris en train de faire une pipe à une tentouse. Écoute bien, Jack. Je n'ai pas le temps d'entendre des conneries. Je connais Red Eye. Tu dis que tu l'as vu le mois dernier, alors tu ferais bien de consulter un psychiatre. T'as le cigare qui barre en gelée. Red Eye a touché le gros lot à Pittsburgh il y a 5 ans. Il est en tôle à perpète. Il m'adressa un sourire comme s'il avait avalé une bouteille de morve. Puis il prit mes mesures et me dit de l'attendre tranquillement dans la piaule. Il fallait qu'il aille chercher la marchandise dans sa planque de l'autre côté de la rue. Je jetai un coup d'œil dans la minuscule chambre à coucher. Une fille nue était allongée sur le lit. Je me demande à quoi elle ressemble, celle-là, me dis-je.
Je m'approchai du lit et la regardai. Elle était saoule, complètement rétamée. Elle ressemblait à la demi-portion. La fille était bien en chair, presque grosse. Je savais comment faire pour être sûr de la reconnaître. Quand je lui avais flanqué la dérouillée à coups de cintre des années auparavant, je lui avais fait pisser le sang. Elle en gardait sûrement des cicatrices. Je la retournai sur le ventre. Les cicatrices étaient bien là. Je la contemplai un long moment. Je me souvenais de la prison de Leavenworth. J'en avais bavé là-bas. À présent, elle était là, à ma merci, cette salope. Phyllis. Sa simple vue me rendait dingue. J'attrapais une bouteille d'eau de Cologne sur la commode, j'enlevai le gros bouchon de verre et sortis mon paquet de cam. Je versai dans le bouchon suffisamment de poudre à 20% pour tuer un junkie en manque. Elle ne s'était jamais shootée. Il y avait une bouteille d'eau de Seltz par terre. J'en versai dans le bouchon et craquai une allumette pour faire chauffer le tout. Puis j'y plongeai le compte-gouttes et le remplis de ce qu'il fallait pour régler mes comptes. J'enfonçai l'aiguille dans une veine à l'arrière du genou. Son sang remonta dans le tube de verre avant de presser le caoutchouc. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Je vis alors le rigolo qui se dépêchait de traverser la rue avec une grosse valise. J'interrompis mon geste, retirai l'aiguille de la veine et planquai le compte-gouttes chargé dans ma chaussure sous la plante des pieds. Puis j'attachai le paquet de cam à mon caleçon entre mes jambes. Je me laissai retomber dans le fauteuil du living au moment où le type revenait. J'étais en nage. Il m'observa d'un air soupçonneux en regardant sa gonzesse du coin de l'œil. Il s'imaginait que je l'avais baisée pendant son absence. Je me demandais depuis combien de temps il était avec elle. En tout cas, il s'était complètement gouré. Il allait la virer quand il comprendrait à qui il avait affaire. Tôt ou tard, quelqu'un le mettrait au parfum. Il apprendrait qu'elle m'avait envoyé en tôle. Pendant que je choisissais mes fringues, il se glissa dans la chambre et examina la chatte de la demi-portion pour voir si je l'avais pas baisée. Je repartis avec la douzaine d'articles que je lui avais achetés. Je savais que c'était des fringues faites pour la Californie. J'avais demandé au type quels étaient ses projets. Il avait l'intention de rester plusieurs semaines à Cleveland. Il fallait donc que je quitte la ville. Et tout de suite. Phyllis allait bientôt apprendre que je me trouvais ici et je savais qu'elle n'hésiterait pas à mettre une pièce de 10 cents dans un téléphone pour prévenir les flics. Elle devait être au courant de mon évasion. Au volant de la Cadillac, j'essayais d'imaginer sa tête quand son mec lui raconterait que Iceberg s'était trouvé seul avec elle pendant qu'elle était dans les vapes. Ce soir-là, j'attrapais un avion pour Los Angeles. C'est fabuleux quand un mec peut faire entièrement confiance à sa pute en chef pour s'occuper de son fric et des autres filles. Depuis cette histoire de meurtre bidon, Rachel était littéralement soudée à moi. L'écurie me rejoindrait avec la Cadillac. Maman rayonnait de bonheur et mon nouveau beau-père était un merveilleux cave. Ils habitaient dans une grande maison. Ma mère me prêta sa voiture pour me promener en ville et, le deuxième jour, je me rendis dans le quartier chaud. LA était encore pire que ce qu'on m'avait dit. Je restais une semaine chez maman, puis j'allais à Seattle. Le nom de Glasstop ne disait pas grand-chose là-bas. En fait, il était pratiquement inconnu. Quelqu'un m'annonça qu'il était mort. Je rencontrai une splendide serveuse de restaurant que je mis sur le tapin dès la première semaine. J'avais été bien inspiré. J'appris en effet que j'avais perdu une de mes filles de Cleveland. Son appendice avait explosé. Je fis venir les 3 autres à Seattle. Ma réserve de cam était épuisée et la poudre qu'on trouvait en ville était à 6%. Il me fallait 3 shoots de suite pour me maintenir en forme. À part ça, les filles travaillaient du tonnerre et rien ne me tracassait. 6 mois plus tard, le sort me réserva une sacrée surprise, pour changer. Un jour où j'étais assis dans la Cadillac, un vieux type au visage ridé passa à côté de la voiture. Il revint aussitôt sur ses pas et se pencha vers moi. Ice, s'écria-t-il, mon vieux copain de Mac. Je le regardai attentivement. C'était Glasstop. Il monta dans la voiture et caressa les quelques cheveux gominés et mal coiffés qui restaient sur son crâne presque chauve. Il avait purgé une longue peine dans la prison de l'État et ne faisait plus tapiner personne. Il vivait au crochet d'une femme rangée, plus très jeune. Il était saoul. Je le revis régulièrement jusqu'à mon départ de la ville. Je bavardais avec lui et lui offrais des bouteilles. Il mourut 2 jours après que j'eus quitté Seattle. Un jour, j'ai rencontré le toubib qui avait avorté Hélène. On lui avait retiré sa licence et il avait fait un petit séjour dans une prison du Middle West pour avortement illégal. Je me lançai dans une grande conversation avec lui. Il connaissait la plupart des malfrats que j'avais rencontrés dans ma vie et nous avions beaucoup de choses en commun. Il n'arrêtait pas de me dire que j'avais une mine épouvantable, alors qu'il m'avait trouvé très beau quand je lui avais amené Hélène. Il masticota en me disant qu'à son avis, je n'aurais jamais assez de cran pour laisser tomber la poudre. Lui était prêt à m'aider si j'avais le courage d'essayer. J'ai décidé de le laisser prendre les choses en main. Il m'avertit que je devrais lui obéir à la lettre. Il avait une maison en ville. Les avortements qu'il continuait à pratiquer lui rapportaient toujours beaucoup d'argent. Rachel était la seule dans la famille à savoir que j'étais accro. Les autres n'étaient pas au courant. Il fallait que je reste chez le toubib pour suivre ma cure de désintoxication. Les filles pensaient que j'étais parti en voyage. Il utilisa la technique de la réduction progressive. Nous atteignîmes le stade de la privation totale. Souffrance, vomissement. Rien ne semblait impressionner ce sacré toubib. Il était dur comme le roc.
J'avais beau essayer de l'attendrir en hurlant, en pleurant, rien n'y faisait. Il se contentait de m'injecter un tranquillisant pour ne plus m'entendre gémir. S'il vous est arrivé un jour d'avoir une très mauvaise grippe, avec son cortège de misère et de douleur, imaginez tout cela multiplié par 1000, et vous aurez une idée de ce qu'il en coûte de se débarrasser de la drogue. Le traitement dura 2 semaines. Je me sentais faible, mais j'avais un appétit d'ogre. Encore 2 semaines et j'avais repris plus de force que je n'en avais jamais eu depuis des années. Ce toubib restera toujours un ami pour moi. S'il n'était pas venu à mon secours, si j'avais continué à me droguer jusqu'en 1960, il n'aurait pas fallu plus d'1 semaine pour que je sois réduit à l'état de cadavre dans le cercueil d'acier qui m'attendait.